Ah, je suis repartie. Enfin, je suis revenue plutôt. Alors, est-ce que c'est OK? Voilà, Marine, si tu peux juste me confirmer. Si le son est OK. Ou les autres, hein. Super, merci Marine. Bon, alors bonjour à tous. Je pense que ce matin, il n'y aura pas, voilà, il y aura pas énormément de monde. Je sais, on est dimanche, vous êtes tous sortis hier soir, et en plus, on a une météo pas très clémente, donc tout le monde va avoir envie de rester couché. Et ben, c'est très bien. Profitez-en. Euh, Alors, aujourd'hui, du coup, l'atelier d'aujourd'hui, que vous pouvez retrouver en replay, il n'y a pas de souci. Je te vois bien, le son est OK. Merci Marine, merci beaucoup. Donc l'atelier, vous savez, comme tous les ateliers live, vous pouvez les retrouver dans la partie replay du groupe. Donc profitez-en, c'est top. Donc aujourd'hui, moi, ce que je voulais aborder comme sujet avec vous, c'était la parentalité bienveillante et le TDAH. Parler du TDAH, hein. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça. J'ai pris mes petites notes parce que il y a énormément de choses à dire. Je vais quand même rester simple parce que euh, le but, c'est pas de vous assommer avec 36 informations voilà, des choses savantes. Non, le but, c'est vraiment d'apporter des petites astuces, des choses. Voilà. Moi, je suis très pragmatique, très dans l'instant présent, donc comment je peux agir au mieux et rapidement. Et oui, effectivement, Marine le répète, n'hésitez pas à poser vos questions, que ce soit là en live, que ce soit après en commentaire par la suite. J'aurai possibilité d'y revenir, il n'y a aucun souci. Ou même en message privé si vous voulez voilà, un peu plus de confidentialité. Il n'y a aucun souci. Je suis ouverte à toute question. Donc on va commencer. Donc par rapport à cette idée de parentalité bienveillante, moi, j'aimerais déjà mettre un petit peu au clair tous ces clichés, ces préjugés qu'on peut en avoir. Parce qu'on a tendance à entendre, en tout cas, moi je l'entends très souvent, que ce soit dans son entourage personnel ou professionnel, hein, d'ailleurs. Alors je le répète, oui, pour ceux qui n'ont pas vu de ma précédente vidéo, je suis sophrologue, je suis spécialisée dans les émotions, alors, surtout avec les enfants, et aussi donc sur tout ce qui est troubles des apprentissages, troubles neurodéveloppementaux, donc TDAH, tout ce qui est 10 et le haut potentiel. Voilà. Donc parentalité bienveillante, souvent ce qu'on entend c'est ah bah voilà, c'est des parents laxistes, y a pas de, ça veut dire qu'il n'y a pas de règles, les enfants c'est des enfants rois. Donc non, pas du tout, pas du tout. Euh, Là-dessus en fait, moi j'ai tendance à essayer d'éclairer les personnes en disant en fait c'est pas qu'il n'y a pas de règles, c'est que les règles sont différentes, c'est que on essaye de voir les choses différemment que ce qu'on a appris, ce qu'on a pu recevoir comme éducation quand on était enfant. Parce que, alors, il n'est pas question aussi, je tiens à le dire, et je vais peut-être le répéter souvent dans cette vidéo, il n'est jamais question de reproche, voilà, de jugement, parce que on fait avec ce qu'on a, avec les ressources qu'on a, avec toutes les informations qu'on a reçues, et l'énergie du moment. Donc des fois, voilà, c'est compliqué. Et bien sûr que des fois on agit mal, bien sûr que des fois on fait des erreurs, mais comme tout le monde, et même moi qui suis du coup hyper sensibilisée à ce genre de choses, et ben il y a des fois encore où je botte en touche complet, ou voilà, où c'est... Là on se dit après, oh là là, j'aurais pu réagir autrement. Oui, mais sur le moment, j'avais pas les ressources nécessaires.
C'est tout. Donc il n'est pas question de se juger, ni de juger ses parents. Voilà, c'est comme c'est l'éducation qu'on a reçue, c'est au jour d'aujourd'hui l'éducation voilà, qu'on veut donner à ses enfants. Moi, la question, c'est juste comment vous vivez votre parentalité. Si vous la vivez bien, si vous n'avez pas de soucis avec ça, que vous avez une vie familiale épanouie, heureuse, eh bien, youpi, changez rien, continuez comme ça, j'ai envie de dire. Si par contre vous sentez qu'il y a des petites choses qui ne vont pas ou vous aimeriez, voilà, vous êtes curieux, vous avez envie de plus, et coucou Céline, et du coup on a possibilité de s'informer, d'écouter, même déjà juste de partager avec son entourage, et des fois on récolte des astuces plutôt sympas. Donc voilà, il n'est pas question de ne pas avoir de règles, au contraire. Moi je dirais que du coup, dans parentalité bienveillante, il est question tout d'abord de respect. Donc respect de soi et respect des autres. C'est vraiment la notion fondamentale. Parce que concrètement, quand vous vivriez sur une île déserte, en fait, la notion de respect, on s'en fiche un peu, hein. Peu importe que vous laviez jamais, si vous n'avez pas envie de manger, alors bien sûr il y a la notion de respect de soi, hein, si à un moment donné vous mangez pas, vous buvez pas, vous allez mourir, mais ça ne regarde que vous. Le respect de soi, ça ne regarde que soi. Mais par contre, respecter, si vous êtes toute seule, peu importe, on s'en fiche, personne va vous dire oh c'est pas bien, ou oh là j'ai été blessée, ou pourquoi elle réagit comme ça. Donc il est vraiment question de société au final. Quand on est en groupe, et en tant qu'être humain, on est quand même amené à vivre en groupe, parce que l'être humain n'est pas fait pour vivre seul. Et forcément, on est obligé d'apprendre le respect des autres. Et si on commence tout petit, c'est quand même beaucoup plus facile. Ça nous permet ça nous évite plutôt plusieurs, on va dire, situations inconfortables plus tard. Donc le respect de soi des autres, la compréhension et la communication, ça c'est aussi quelque chose de primordial. En tant qu'être humain, on a l'usage de la parole qui nous différencie des animaux. Donc effectivement, quand on dit voilà, les choses un petit peu primaires, tout ce qui est instinct animal, voilà. Les animaux, ils n'ont pas cette faculté, ils n'ont pas cet outil, on va dire. Nous, on l'a. Et moi, ce que je remarque souvent, c'est qu'on ne s'en sert pas assez. On n'explique pas ce qu'on ressent, ce dont on a besoin, ce qu'on attend de quelqu'un. On ne s'en sert pas. On est plus souvent dans l'attente. On est souvent aussi dans ah, j'aimerais bien que. Voilà, donc ça peut être en fantasme, mais on ne dit pas. On ne dit pas assez. Avec les enfants, ça va être la même chose. Et par rapport à la compréhension, il y a cette notion ce principe que j'aborde très souvent, c'est que on ne peut pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Tout simplement, si vous... alors, pareil, hein, je réitère, on l'a tous fait. Les enfants qui se chamaillent, qui crient, excédés au bout d'un moment, on va finir par dire « Arrête de crier !» Et là, on se dit... alors déjà, d'une, ton discours est complètement incohérent. Tu leur dis d'arrêter de crier alors que tu leur cries dessus. Et est-ce que toi, tu aimerais qu'on te crie dessus? Voilà. Alors, je touche, j'effleure du doigt tout ce qui est les violences éducatives répétées parce que, bien sûr, hein, tout ça c'est à proscrire. Mais concrètement, quand vous agissez avec vos enfants, demandez-vous si, à ce moment-là, dans votre comportement, si un adulte aurait fait la même chose avec vous, qu'est-ce que ça aurait fait? Si la réponse est rien, tout va bien, il y a eu du respect dans les deux côtés, c'est ok. Si par contre là vous dites ah bah non, j'aurais réagi, ça se fait pas,
bah voilà, là posez-vous la question peut-être de j'aurais peut-être pu réagir autrement. Alors j'entends que ce que je dis, ça peut vraiment ébranler vos convictions parce que bah, l'éducation, quelque part, c'est... voilà, ça touche nos enfants. Quelque part, on se dit, c'est à nous, c'est un petit peu nos mini-nous. On sait, voilà. Quelque part, on se dit, on n'a pas forcément besoin d'avoir de, de conseils ou voilà, de marche à suivre par rapport à ça. Mais n'empêche que ce sont des êtres humains à part entière qui sont différents de nous et qu'ils ont besoin complètement de notre bienveillance et pas forcément des choses que nous, on aurait voulu pour nous. Voilà, c'est des choses qui reviennent souvent. Et enfin, les émotions. Parce que les émotions, ce sont des messages permanents que vous avez voilà, tout le temps, toute la journée. Et si on les écoute, ça se passe beaucoup mieux que si on ne les écoute pas. Et avec les enfants, ben vous le voyez tout de suite. Les enfants, eux, c'est vraiment du tac au tac. Pour nous, c'est vraiment c'est une super méthode d'apprentissage parce qu'on on les voit vivre leurs émotions à l'instant présent. Et du coup, c'est hyper enrichissant pour nous. Nous, en tant qu'adultes, on est plutôt en mode différé, si je puis dire. Voilà, bon là il y a quelque chose qui m'énerve, bon, je le garde et puis voilà, je vais exploser plus tard. Alors que l'enfant, il n'arrive pas à faire sa pyramide de cubes, ah bah ça l'énerve, il va tout casser. Voilà. Alors oui, ça peut énerver quand on observe ça de l'extérieur, mais pour lui c'est sain en fait. Il a sa colère, pouf, il la libère et après c'est fini, ça va beaucoup mieux, ça va redescendre. Donc, vivre les émotions. Voilà, donc juste pour moi, la parentalité bienveillante, c'est ça. C'est le respect, la compréhension, la communication et les émotions. Donc, je vous le répète, l'intérêt de cette vidéo, c'est vraiment éclairer un petit peu. Ça peut aller d'ébranler vos convictions à une prise de conscience, à... Voilà. Et puis si ça vous parle pas, c'est très bien aussi. C'est que vous n'en avez pas besoin ou que c'est pas le moment. Alors, pour tout ce qui est... pas vraiment, mon loulou a du mal à extérioriser ses émotions, Céline. Alors, ça, on a aussi justement, alors, des enfants. Alors, je vais peut-être parler... Bon, je parlerai du TDAH un tout petit peu plus tard. Ouais, alors, que ce soit des enfants ou les personnes qui ont du mal à extérioriser, du coup, leurs émotions. Ça, on a toujours tendance à dire, en tant que pro, que mieux vaut que ça sorte, qu'une émotion sorte et vraiment que ce soit difficile à vivre pour l'extérieur, que ce soit surdimensionné, enfin inadapté, plutôt que ça ne sorte pas du tout. Parce que du coup, à l'intérieur, bah, ça fait plus de dégâts. Alors, j'ai fait une vidéo, je ne sais pas si tu l'as vue, Céline, où justement je parlais surtout des émotions, la gestion des émotions avec les enfants. Et tu peux, après tu as plein de petites vidéos, mais tu pourrais lui montrer le sac à dos des émotions pour les enfants, c'est vraiment parlant. Lui montrer que du coup, s'il emmagasine, en fait c'est normal d'emmagasiner. On a comme un petit sac à dos, on emmagasine toute la journée en tant qu'enfant, en tant qu'adulte. Hein, tu peux lui dire, aussi lui montrer en faisant comme si c'était pour toi. Tu vois, aujourd'hui, maman, elle a eu, je sais pas, elle a eu une belle surprise parce qu'il y a quelqu'un qui l'a appelé, qui ça faisait longtemps. Hop, un petit peu, moi, c'est des linges ou des foulards de différentes couleurs. Voilà, tu symbolises la joie, hop, tu mets dans ton sac à dos. Après, tu vas donner un exemple sur de la colère, sur de la tristesse, peu importe, je te laisse voir. Tu mets tout ça dans ton sac à dos, et puis tu dis, ben voilà, tu vois, le soir, mon sac à dos, il est lourd, j'ai vraiment besoin de le vider, parce que sinon, demain, je pourrais pas repartir et récupérer d'autres choses. Il sera complètement plein, donc après, le risque, c'est que ça explose, c'est que l'émotion qui sort soit pas celle adaptée. Voilà, lui montrer des petites choses comme ça peut l'aider du coup à parler. À parler.
Et puis, vraiment, ouais, il y a plein d'autres choses. Si tu veux, je te donnerai d'autres petites astuces comme ça. Mais lui montrer que à l'intérieur, une émotion, même une belle émotion en fait, peu importe que ce soit une émotion dite agréable ou désagréable, si elle est, si elle est à l'intérieur, ben ça va pas lui servir. Ça va pas lui servir et donc si c'est une émotion désagréable, ça va lui faire encore plus mal et pendant, ben, jusqu'à ce qu'il la libère. Alors qu'une émotion agréable, bah, du coup, il pourrait s'en servir pour, je sais pas, pour se faire des copains, voilà, pour communiquer avec la maîtresse et gagner en assurance, en confiance en soi. Voilà, c'est lui montrer du coup l'intérêt de parler, tout ça. Euh, alors, du coup, on va dire au quotidien. Donc, et n'hésitez pas s'il y a des questions. Au quotidien, euh, les enfants, vraiment avoir en tête que c'est des mini-êtres humains. Des mini-êtres humains, du coup, qui ont leurs besoins propres. Ok, c'est noté, Céline. Qui ont leurs besoins propres. Attends, je note ton nom, ce sera fait. Et, et que du coup, si on ne tient pas compte de ces besoins, et ben forcément, ça va pas bien se passer. Tout simplement, ben, là, voilà, l'enfant qui n'arrive pas, ben, par exemple, à exprimer ses émotions, nous, on a les outils, on a ce recul, on a, voilà, avec l'âge, qui fait que, voilà, on sait qu'il y a quelque chose qui nous dérange, on le garde, mais bon, on sait que, ben, on va pouvoir peut-être en parler à une copine, bah, le soir peut-être qu'on reviendra dessus parce qu'on va cogiter toute la journée. On va quand même chercher à aller mieux. L'enfant, lui, il sait pas encore tout ça. Donc s'il garde quelque chose à l'intérieur, eh ben, on va vraiment voir que tout va être compliqué en fait. On va lui demander quelque chose, ça va pas être possible. Euh, il va bouder facilement, il va voilà, hein, s'opposer facilement, ça va être un peu plus compliqué. Donc du coup, ça va être à nous de se dire, bah tiens, là, je vois qu'en tant que mini être humain, il a besoin d'une ressource, il a besoin d'un outil, bah voilà, je vais bah, lui donner cette petite astuce du sac à dos des émotions, regarder une petite vidéo ou lire un livre, voilà, pour lui donner cette astuce. En fait, comme vous avez fait, comme on a tous fait pour leur apprendre à manger, leur apprendre à s'essuyer, leur apprendre à mettre leur pyjama tout seul. En fait, c'est ça, c'est vraiment donner les clés pour faire en sorte que ils se débrouillent par eux-mêmes et pour leur bien-être à eux. Euh, et notre confort à nous, j'entends. Mais c'est, voilà, avoir cette idée en tête pour eux. Leur bien-être, ce serait quoi? Alors, c'est pas facile d'avoir cette idée en tête à chaque fois, hein, on est bien d'accord, on est bien d'accord. Mais voilà, essayez de se poser la question en tout cas, tiens, quel est son besoin à ce moment-là? Quel est son besoin? Un exemple tout bête aussi, hein, j'ai mon petit qui, par exemple, voilà, je lui demande quelque chose, je vois que ça lui convient pas, ça glisse pas en tout cas, ça accroche et je vois qu'il râle, il met du temps. Bon, je vais le voir. De quoi tu as besoin? Ou je donne cet exemple, mais ça peut être aussi un enfant qui pleure. Voilà, de quoi tu as besoin en fait? Et là, juste le fait de poser cette question, lui, même s'il n'a pas tout de suite la réponse, il va l'enregistrer. Il va se dire, ah ok, donc en fait là, ça voudrait dire qu'il faut que je me pose la question sur de quoi j'ai besoin. Donc il va pas vous donner paf comme ça, hein, sinon, ou alors peut-être que si, mais pas forcément. Mais au moins la prochaine fois, quand il y a quelque chose qui va pas, eh ben il y pensera. Tiens, maman ou papa la dernière fois il m'a dit de quoi tu as besoin. Et ben voilà, là je vais y réfléchir. Et souvent, ben on est surpris, mais ils ont des réponses en fait.
Voilà, la dernière fois, ça accrochait, je voyais bien que ça n'allait pas. Bon, de quoi tu as besoin? Bah en fait, j'ai déchiré le dessin que j'avais fait pour une copine à l'école. Voilà, j'ai pas de feuilles. Ah ok, d'accord. Bah, en fait, voilà, ça, moi, je le savais pas. J'avais pas cette information. Lui, il a gardé ça pour lui. Donc forcément, bah, on lit pas dans les pensées encore, hein, on sait bien. Et ben forcément, ça peut pas bien se passer. Donc voilà, communication, compréhension, et tout de suite, ben, voilà. Et là, on peut lui dire, bah écoute, en fonction du moment, de la situation où vous êtes, hein, bah là, écoute, on n'a pas le temps, par exemple, il faut aller à l'école ou on a rendez-vous, faut qu'on parte. Donc là, effectivement, j'entends que tu as besoin de refaire un dessin et que tu es triste, que tu es fâché, tout ci, tout ça. Bah, dès qu'on revient à la maison, tu sais ce qu'on fait? Première chose qu'on fait, on prend une feuille, hop. Et ça, du coup, bah lui, qu'est-ce qu'il se dit? Voilà, elle m'a entendu écouter, elle a entendu mon besoin, elle m'a proposé une solution. Elle m'a proposé une solution, et du coup, bah, ça va mieux. Je me sens compris, donc voilà, on va pouvoir avancer. Ça, c'est quelque chose que vraiment, on a tendance voilà, alors soit oublier, soit ne pas faire, peu importe. Parce qu'on est, en tant que parent, on est tellement stressé, on veut tellement bien faire et vite que bah, des fois on se dit que oh là là, si on commence à poser cette question, si on commence voilà, à partir là-dedans, on va perdre énormément de temps. Mais non, au contraire, c'est vraiment ça l'idée, c'est que en fait, alors, vous allez poser 5 minutes, mais vous verrez que dans ces 5 minutes, il va se passer tellement de choses entre vous et l'enfant que du coup, ça va désamorcer toute la suite. Mais vraiment, vraiment. Et ça, je vous conseille de l'expérimenter parce que il n'y a que en le faisant que vous allez en être convaincu et que vous direz, bah tiens oui, la prochaine fois, effectivement, je vais y penser. Je vais y penser et puis du coup, je pourrai le faire. Alors ça marche après pour plein de choses, hein, mais l'enfant qui va vous faire, j'adore toujours les crises au supermarché voilà, où là vous devez vraiment partir. Ouais, bien, par exemple, vous jouez chez des amis et là, bah allez, faut y aller, faut rentrer, ou là on n'a pas, ils sont en train de jouer, c'est l'heure d'aller à table ou d'aller à la douche. Voilà, ça c'est aussi des situations, l'enfant il est dans son moment agréable. Voilà, en fait c'est ça. L'enfant est dans son moment agréable et là vous venez, vous le sortez, bam, tout de suite. Alors, comme je vous disais au début de la vidéo, pareil, imaginez-vous, vous êtes tranquille, peinarde, en train de lire un livre, de regarder voilà, ce que vous voulez, dans votre bain. Voilà. Ah, voilà. Le rêve de toute maman. Le bain parfumé, tranquillou, avec des bougies, de la petite musique. Et là, on vient vous sortir en disant non mais tout de suite, tu sors tout de suite là, allez, on se dépêche. Je suis sûre que vous voyez, moi combien de fois je l'ai fait aussi. Hein. Et bien là, comment vous voulez que ça se passe bien? Vous avez qu'une envie, c'est d'attraper la personne et de la mettre sous l'eau. On fait ça en permanence et les loulous, alors voilà, moi ce que j'aime pas c'est de me dire que bah, si ils sont habitués par ça, bah forcément après ils vont... Enfin, s'ils vivent ça très souvent, bah pour eux après ce sera une habitude et voilà, ils prendront même plus de temps pour eux. Alors que si on essaye de se dire, voilà, tiens, là, je sais qu'il va falloir qu'on bouge ou ça va être l'heure de ci, de ça. Vous avez un délai à respecter. Vous allez les voir 5 minutes avant. Alors, il y en a qui n'ont pas la notion du temps, enfin, en fonction des âges, bien sûr, on est bien d'accord. Mais peu importe, vous dites, là, on va bientôt y aller, on va bientôt devoir partir, faire voilà ce qu'on a à faire. Donc soit tu commences à ranger, soit tu finis ta partie, soit voilà, en fonction de ce qu'ils sont en train de faire, tu finis ton jeu. Mais on va bientôt y aller. Pour que dans leur tête, ils commencent déjà à engager le processus de oh non, j'ai pas envie. Du coup, ce sera moins soudain, moins agressif pour eux. Et du coup, ça va vous permettre de désamorcer un petit peu, si je puis dire, vraiment le sentiment de oh non, c'est pas juste, et puis je m'amusais bien, voilà.
Et ensuite, quand vous venez le dire, là, si vous avez encore des réticences, ben, pourquoi pas partager? Alors déjà, observer. Ah, je vois que tu t'amuses vraiment bien, ou que tu fais des belles choses, que, voilà, que tu t'éclates. C'est cool. Par contre, là, c'est l'heure où je dois faire ça. Donc, il va falloir qu'on arrête. Il va falloir qu'on arrête. Tu reprendras plus tard, ou voilà, peu importe, hein, vous adaptez le discours. Euh, et du coup, voilà, il est temps de faire ça, machin. Et là, vous verrez que cette opposition que vous allez rencontrer, elle sera beaucoup moins forte, beaucoup moins virulente, parce que il s'est dit, ah oui, elle a vu que je suis occupée, elle vient me déranger, mais bon, j'entends, elle a une raison, donc voilà. Alors ça peut vraiment paraître bizarre parce que, voilà, encore une fois, je le répète, hein, les enfants, on se dit, oula, c'est peut-être pas eux de décider tout ça. Alors, oui, j'entends très souvent ce genre de discours, sauf que je me dis, on est en train du coup d'éduquer nos enfants qui vont devenir des adultes. Plus tard, et moi, oui, j'ai envie que mes enfants, j'ai envie que mes enfants, quand ils soient adultes, voilà, qu'ils respectent, qu'ils soient dans cette idée de quels sont mes besoins, quels sont les siens. Je dois pas rentrer, je dois pas faire en sorte que mes besoins écrasent ceux des autres. Ou voilà, c'est juste ça en fait. Au final, c'est qu'est-ce que vous souhaitez pour vos enfants. Et je le redis, si pour vous tout se passe bien, votre parentalité vous la vivez très bien. Voilà, y a pas de question à se poser. Ah oui, et gardons aussi en tête que l'éducation, dans tous les cas, c'est quelque chose d'hyper difficile parce que personne ne nous apprend à être parent, hein, concrètement. On est balancé comme ça du jour au lendemain dans le monde de la parentalité avec toutes ces pressions, ces peurs du coup de se dire qu'on va mal faire, que les gens vont nous juger, que voilà, on va être pris pour des parents affreux, indignes, qui élèvent mal, avec trop de règles ou sans règles, voilà, peu importe, tout ce que ça englobe. Et voilà, personne ne nous apprend à devenir des bons parents. C'est avec l'expérience, avec le temps et le partage, pareil, la communication, tout ça. Et du coup, ça fait énormément de bien de se dire à soi, en fait, souvent, voilà, purée, c'est dur, genre, voilà, vous m'avez compris. Mais personne ne m'a appris. Voilà, je me débrouille bien, donc pensez toujours et toujours en tête, soyez clément avec vous-même parce que c'est pas facile. Voilà, vous devez gérer votre vie avec tous les aléas, toutes ces choses que les enfants n'ont pas. Ils n'ont pas accès à tout ça et c'est tant mieux, c'est ce qui les protège et qui fait qu'ils vivent leur petite vie d'enfant, voilà, si merveilleuse. Mais du coup, nous, on doit gérer tout ça et en plus, on a ces petits êtres en construction à qui il faut donner voilà, la plus belle énergie, toujours du bon, du bon, du bon. Ouais, c'est pas facile. Et pensez aussi que, eh ben, vous avez le droit de leur dire. Moi, je sais que quand je suis trop fatiguée, voilà, quand je sens que ça va pas être possible, en fait, mon énergie n'est plus là, je leur dis simplement, là, vous savez, les loulous, ça va être compliqué, donc occupez-vous. Là, je suis pas en mesure de passer du temps avec vous, donc parce que j'ai pas envie, tout simplement, j'ai pas envie. Il faut que je passe du temps pour moi, pour me ressourcer. Donc vous faites des choses de votre côté, et puis quand ça ira mieux, ou alors là, le plus souvent, c'est non, la maman, faut qu'elle aille dormir. Voilà, une petite sieste, vous me laissez dormir 20 minutes et après je reviens, je suis au taquet. Parce que sinon, alors, pareil, une réticence, on explique en fait. On peut aussi vous savez, les mettre un peu en situation, quoi. Enfin, mi-visualisation, situation. En fait, tu vois, quand toi t'es fatigué, que tu veux pas aller te coucher par exemple, ou ceux qui font la sieste, tu veux pas aller à la sieste, tu vois, parce que t'as envie de continuer de jouer, parce que voilà, t'as envie. Mais ton corps, il te dit non, t'es fatigué, du coup, t'arrives pas à faire tes jeux, ou tu t'agaces, ou tu te disputes avec ton frère.
Et ben là, en fait, c'est pareil. Tu vois, là, j'ai envie de jouer avec toi, j'ai envie de passer du temps avec toi, mais je suis tellement out que bah, si je suis avec toi, bah, du coup, je vais pas, tu vois, je vais pas bien jouer ou je vais peut-être pas te proposer des trucs sympas, donc ça sert à rien. Autant que j'aille me reposer et après on revient. Voilà, en fait, au final, je crois que je donne pas vraiment de grandes astuces, si ce n'est d'essayer de voir les enfants différemment, d'être dans l'écoute et aussi dans le questionnement, parce que vous verrez, mais ils ont des remarques et des réflexions, mais des fois, ça nous calme en fait, parce qu'on n'est pas habitué. En fait, on est souvent, voilà, c'est ça. On est tellement souvent en, en relation, enfin voilà, c'est en descendante, quoi, en communication descendante. Tu fais ci, tu fais ça, je veux que tu fasses ça, je veux que tu ailles là, donne-moi ci, donne-moi ça, va te mettre, enfin voilà. On est la plupart du temps comme ça, hein, concrètement, on va pas se voiler la face, parce que il y a aussi, enfin c'est normal, hein, faut se laver les dents, faut faire les devoirs. Mais du coup, essayer en fait de mettre un peu plus d'interaction. Euh, alors je le répète, ce sera pas possible tous les jours parce que il y a des fois on n'a pas l'énergie, mais essayez au maximum de mettre des interactions. Euh, voilà. Tiens, là je pense que ça va être l'heure de se laver les dents, de faire les devoirs. Voilà. En fait, vous lancez quelque chose, vous lancez un petit peu le débat, la question. Voyez ce que vous allez avoir comme réaction, comme réflexion. Des fois, ça peut être très drôle. Et tout simplement, voilà, c'est de la communication et ça ne peut que améliorer les choses. Vraiment, vraiment. Euh, alors, ça, du coup, j'en ai parlé. Ah oui, et du coup, ce que je voulais dire aussi, c'était. Ça renvoie, donc, comme je vous disais aussi, ça renvoie souvent, enfin, souvent. L'éducation, pour nous, forcément, c'est le seul apprentissage qu'on en a au final, bah, c'est l'éducation qu'on a reçue. Euh, donc avec tout ça, ben, on a emmagasiné des peurs, des croyances, des injustices, et du coup on se dit ah oui, ça je le ferai jamais, ou ça je le ferai parce que ce soit bien ou pas, juste ou pas, c'est ce que j'ai eu donc je le fais. Voilà, c'est des choses qui sont vraiment ancrées profondément, hein. C'est pour ça que là, je suis bien consciente que ce que je vous dis, ça peut être difficile à entendre. Euh, oui, et du coup, ce qui est pas facile et qu'il faut essayer de garder en tête, c'est que, bah, au final, le fait d'être parent, c'est en éduquant votre enfant que vous allez vraiment construire votre parentalité. C'est ça qui est top parce qu'au final, il y aurait des cours pour devenir parent. Alors oui, c'est bien sur les bases, sur des petites choses comme ça. Voilà, la parentalité bienveillante. Oui, c'est des choses qui aident. Mais au final, pensez que votre enfant, il est unique parce que on est tous uniques, on est tous différents. Que vous, en tant que parent, vous allez leur donner plein de choses qui feront que, même au sein d'une famille, hein, au sein d'une fratrie, même si on a été un petit peu différent parce que voilà, il y a des années d'écart entre une première grossesse, enfin entre le numéro 1 et le numéro 2, euh, peu importe, on a quand même cette même logique, cette même cohérence parentale, et pourtant, eh ben, les enfants vont réagir différemment. Donc oui, c'est tout à fait normal. On est différent et du coup, en ça, euh, c'est génial parce que moi, ce que je me rends compte, c'est que chacun de mes enfants me fait, on va dire, travailler sur un aspect de la parentalité. Donc je travaille sur un avec l'un et puis l'autre me fait travailler autre chose. Et du coup, autant lui, il passe d'enfant enfin, de bébé à enfant pour l'instant. Autant moi je grandis aussi en tant que parent et du coup c'est vraiment enrichissant de se dire que au final la parentalité bienveillante c'est vraiment un échange, c'est une interaction et autant vous lui apprenez beaucoup mais gardez en tête que lui aussi a énormément à vous apprendre. Euh, que c'est une expérience qu'on vit tous tout le temps. Je prends l'exemple
d'un enfant qui se balade voilà, qui est monté sur un petit muret. Et nous, on a tendance à dire, enfin, ce qu'on entend souvent, hein, c'est descends de là, tu vas tomber. Arrête, tu me fais peur. Voilà, en gros. Alors, déjà, là, après, je vais expliquer un petit peu plus par rapport au cerveau. Déjà, quand vous êtes dans ces injonctions, c'est compliqué pour l'enfant parce que là, il se dit pourquoi? Pourquoi? Donc, alors bien sûr, je suis pas en train de dire l'enfant qui se balade sur le bord du mur et derrière c'est une falaise, hein, on est bien d'accord, là il y a danger. Mais pareil, s'il y a danger, hop, on le descend et on lui explique. Essayez tout, voilà. Gardez toujours en tête explication pour compréhension, pour que la prochaine fois, ça se passe différemment. Donc là, j'en arrive aux aspects du cerveau. Quand vous dites à l'enfant descends, tu vas tomber, bah lui dans sa tête, bah ok, c'est parti, tombons quoi. Le cerveau là-dessus, il est vraiment, j'en avais déjà parlé, il ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc si, parce que c'est l'exemple tout bête, hein, si vous fermez les yeux, vous vous imaginez sur une île déserte, vous allez voir que d'un coup, vous allez vous sentir apaisé, vous aurez peut-être le sourire, ça va vous procurer un bien-être immédiat, vous allez voir le stress qui va tomber, alors que si vous fermez les yeux et vous vous imaginez une journée au bureau très stressante, je sais pas, dans les magasins noirs de monde, enfin bref, voilà ce qui vous agace, et ben là vous allez voir que tout de suite vous allez sentir coucou Mimi, vous allez sentir le stress et peut-être voilà un peu des palpitations, enfin voilà, vous allez gigoter, vous serez pas du tout bien. Donc le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Et deuxième chose importante, c'est que le cerveau, et surtout chez les petits, il n'entend pas la négation. Donc quand on dit ne fais pas ça, arrête de crier, ne cours pas, voilà. En fait, il faut qu'on arrête avec les négations. Alors, il faut qu'on arrête. Je mets des guillemets, attention, je donne pas d'ordre. C'est que l'enfant va simplement retenir l'action en fait. Si je vous dis ne pensez pas à un éléphant rose avec un énorme ruban léopard autour de la trompe, et ben forcément vous allez commencer votre cerveau va dire alors attends un éléphant rose ah oui ça pourrait être rigolo et en plus il a voilà c'est le cerveau qui est comme ça. Ben c'est la même chose quand vous dites aux enfants arrête de crier ben lui il retient juste crie donc c'est pas qu'il se dit je vais crier. Non. C'est juste que il comprend pas ce que vous dites. Vous lui parleriez en chinois, ce serait exactement le même résultat. Hein. Donc il faut essayer alors nous, de se programmer, hein, voilà, de se dire bon voilà, là, bien sûr je l'ai fait, moi je le fais encore hein, des fois hein, quand c'est les réflexes en fait, hein, parce que voilà, cerveau. Donc essayer de déprogrammer ce qu'on a appris, ce qu'on nous a dit, ce qu'on fait par habitude, et pour essayer de mettre en place et reproduire par la suite des choses plus respectueuses, mais tout simplement qui vont beaucoup mieux fonctionner. Et du coup, là, c'est vraiment simplement je vous dis, c'est neurologique. Donc, il n'y a pas une question de volonté ou l'enfant qui a envie de vous embêter. Non, il n'est pas du tout question de ça. Donc, tu peux parler doucement, s'il te plaît. Tu peux parler moins fort. Et là, il y a une solution, en fait, qui est amenée. C'est pas... voilà. Ah, d'accord. J'ai compris ta demande. Ou vous pouvez aussi partir, du coup, de vos besoins. Là, j'ai besoin d'avoir un moment de calme, s'il te plaît. J'ai besoin que tu te taises, s'il te plaît, pendant 5 minutes, je sais pas, en fonction, voilà. Ou j'ai besoin que tu parles moins fort. Mais ça marche pour plein de choses. Donc ne cours pas, là c'est dangereux, marche doucement. Euh, voilà, j'ai pas 36 000 exemples, mais voilà, c'est souvent des choses qu'on va dire
Voilà, ça se passe vraiment dans l'instant T. Il peut y avoir un danger, hein, bien sûr, hein, l'enfant qui court près de la route, bien sûr, enfin, je le répète, hein, enfin, je me répète, mais il y a, je dis pas que c'est pas bien, hein, bien sûr que l'idée c'est toujours le protéger, on aime nos enfants, c'est pas le souci, mais pour faire en sorte qu'ils comprennent mieux, et vous verrez que que la suite se passera beaucoup mieux en fait. Donc lui expliquer soit votre besoin, soit en tout cas, vous lui dites juste, peux-tu parler moins fort? N'utilisez pas la négation, parce que ça c'est des choses qui, voilà, ça passe pas. Donc pour avancer et pour arriver au TDAH, parce que là j'ai beaucoup parlé sur, on va dire, en gros c'est quoi la parentalité bienveillante. Et pourquoi j'ai voulu faire un lien entre les deux, c'est qu'en fait, alors, moi je remarque que la parentalité bienveillante, c'est inévitable quand on est en présence d'un enfant, enfin d'une personne qui est atteinte du TDAH, d'un TDAH. Maintenant, ce que je trouve idiot, et c'est pour ça que j'en ai parlé dès le début, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément intéressées par le TDAH, c'est qu'en fait, la parentalité bienveillante, elle est applicable à tous les enfants au final. Pourquoi s'en servir seulement avec les enfants qui sont différents? Voilà, je n'ai pas envie de dire... alors, je ne dirais jamais pas normal, hein, parce que c'est pas le cas. Voilà, qui ont des profils différents. La parentalité bienveillante, ça marche avec tout le monde. Et en fait, même pour aller plus loin, enlever juste la parentalité, la bienveillance, ça marche avec tout le monde. Vous verrez si vous allez chercher votre colis et que vous demandez bah ouais, je veux mon colis. Ou je sais pas comment. Ah, attendez, un truc avec l'exemple que je vous donnais tout à l'heure là dans le bain, vous êtes tranquille dans votre bain, bien installé, et voilà, sans mettre en relief les enfants, il y a votre mari qui vient qui dit tu sors, voilà, il y a le repas à faire, ou tu sors, faut que je me lave. C'est-à-dire, ça va pas bien se passer. Donc en fait, c'est juste de la communication bienveillante. Vous verrez que du coup, si lui il met un petit peu plus de communication bienveillante, ça se passera bien. Et ben dites-vous, en fait, avec les enfants, c'est exactement la même chose. Pourquoi? Parce que, au motif que ce sont nos enfants, que voilà, qu'on est là pour les protéger. Donc, du coup, on a ce versant d'autorité parentale. Oui, même les ados. Je vais y venir, Mimi. Et ben, du coup, on est vraiment... on se dit, tiens, je m'adresse à un enfant, donc j'ai le droit de lui parler différemment. Bah non, en fait. Il a des besoins spécifiques, certes, parce que c'est un petit et que soit il y a des choses qu'il comprend pas, enfin voilà, en fonction de l'âge. Mais ça veut pas pour autant dire qu'on a le droit de lui manquer de respect, et voilà. J'ai mon fils, hein, parce que du coup on parle TDAH, et parce que chez le TDAH, du coup, ça, les enfants vous remettent mais directement, en place, en fait. Ils le font remarquer, parce que l'injustice, pour eux, c'est juste impossible. Donc, vous allez leur parler comme vous ne parleriez pas à un adulte, hein, certainement pas. Eh ben, mais il va vous l'envoyer dans les dents en disant, bah non, mais pour qui tu te prends? Enfin, t'as vu comment tu me parles? Et là, on se dit, bah ouais, en fait, ouais. Et en fait, donc, ces enfants-là sont dits différents parce que il y a quelque chose du coup au niveau neurologique. En fait, ce sont les fonctions exécutives. Donc, Mimi, j'oublie pas ta question pour les ados, hein. Donc, le TDAH, c'est le trouble déficitaire de l'attention. Le H, c'est parce qu'il y a des enfants qui ont de l'hyperactivité, mais il y a aussi des enfants qui ont un TDA sans hyperactivité. Et en fait, quand vous avez des enfants avec ce profil-là, alors, pour faire simple, parce que je pense que ce sera aussi une des questions, il existe des diagnostics qui sont alors assez simples en pratique, puisque un questionnaire avec un
un professionnel de santé. Il y a plusieurs spécialités et possibles. Après, c'est les délais, hein, bien sûr, pour avoir ces rendez-vous. Maintenant, ce diagnostic, alors pour moi, je le dis, là c'est très personnel hein, en tant que maman du coup, pour moi il est important à poser seulement si l'enfant est en souffrance et si du coup il y a des difficultés pour lui, vous avez des difficultés dans la vie quotidienne, donc pour lui à l'école, ensemble à la maison. Sinon, concrètement, voilà, chercher à faire des tests, mettre des étiquettes, parce que on va pas se cacher, hein, ça reste une étiquette. Pas, pour moi, ce sera jamais une étiquette, parce que peu importe ce que mon fils est, voilà, je l'aime tel qu'il est. Maintenant, bien sûr, on va pas se voiler la face qu'au niveau de la société, il y aura forcément, voilà, il sera forcément étiqueté de. Donc en fait, chez ces enfants-là, ce sont les fonctions exécutives qui sont défaillantes, on va dire, et que du coup, il y a plusieurs choses qui ne vont pas matcher aussi vite que chez les autres. Pour tout ce qui est nouvelle situation d'apprentissage, là, il va y avoir, comme qui dirait, un bug en fait. Et vous allez retrouver du coup chez ces enfants une sorte d'impulsivité, une agressivité, ou voilà, ah, j'y arrive pas, ça m'énerve. Voilà. Si je puis dire, vous allez vous dire, quelle mouche l'a piqué? Voilà, je sais pas si ça peut parler à certains. On comprend pas en fait. Quand on regarde de l'extérieur, on dit attends, tout va bien, t'es en train de faire ton lacet, oui, forcément, on est en train d'apprendre, par exemple, voilà, c'est au moment de l'apprentissage, tu peux pas y arriver du premier coup. Sauf que, eux, au niveau neurologique, tout ce qui est situation nouvelle d'apprentissage, ça matche pas. Ça matche pas. Du coup, si lui, il voit qu'il y arrive pas, ça va, si vous voulez, faire appel à plusieurs choses qui sont aussi associées à ce profil, c'est-à-dire manque de confiance en soi, le sentiment vraiment d'être nul en tout. Les côtés un petit peu noirs, on va dire, le côté un petit peu obscur, de déprime, d'anxiété, de stress, voilà, ça va venir chatouiller ce côté-là, et du coup, il peut partir en crise pour un lacet qu'il n'arrive pas à faire. Voilà, pour donner un exemple clair, au moment de l'apprentissage, du coup, pour faire ses lacets avec mon fils, lui expliquer plusieurs fois, mais c'est normal en fait que tu n'y arrives pas. Regarde au début, marcher, enfin t'es tombé, tu marchais à quatre pattes, voilà. Donc, les lacets c'est la même chose, tu les fais plein de fois avant d'y arriver. Sauf que, non, on se rend compte qu'en fait cette période d'apprentissage, elle dure, et on se dit non, c'est bizarre. Alors après avec les enfants, vous avez vu que maintenant, enfin c'est souvent les scratchs. Et en fait, c'est vrai que... Ah, attends. Oh, attends, je finis juste ma phrase, Mimi, et je regarde après ton message. Y a plein de choses qui sont mises en place, en fait, pour aider les enfants. Alors, moi, je vous dirais, en fait, faites comme ça dans votre quotidien. Parce qu'au final, moi, par exemple, du coup, mon fils, tout ce qui est lacet, tout ce qui est les boutons de pantalon, même des fois les fermetures éclairs. Vous savez, des fois, on a des fermetures éclairs qui accrochent, on ne sait pas pourquoi. Elles fonctionnent bien, mais elles accrochent, ou alors des fois, vous savez, pour les descendre, il faut tirer un petit peu. Il y a une espèce de petite sécurité pour pas qu'elles descendent, en fait. Mais ça, pour mon fils, c'est comme un... Alors, je dirais pas un défi, c'est une... je trouve pas le mot. Plus fort qu'un défi. À vos bumpers, si vous trouvez. Non, c'est une confrontation. C'est pas possible. On me cherche. Et il s'en prend en fait aux objets. Il s'en prend aux objets parce que pour lui, on le défie quoi. J'ai beau lui expliquer, mais tout va bien. Et puis c'est pas grave. Mais pour lui, c'est pas possible. Donc il y a plein de petites choses comme ça qui sont difficiles. Que ce soit
Donc au niveau des nouveaux apprentissages, au niveau de la gestion des émotions, donc que ce soit, je me blinde, c'est fini, je ne ressens plus rien. Non, je veux plus. Soit ça fait trop mal, soit même les sentiments de joie, hein. Mon fils, il a 10 ans. Je crois même que pour son 10e anniversaire, on avait fait une petite fête surprise. Je lui ai dit, je crois 2 jours avant, parce que même les choses agréables, c'est pas possible. Ils ont besoin de contrôler, ils ont besoin de... Voilà, par rapport aux émotions, ils ont besoin d'être dans le contrôle parce que sinon, ils passent en fait de je contrôle à je ne contrôle rien. En fait, on pourrait vraiment les caractériser comme ça. Alors, vous voyez que alors je cherche un peu les mots parce que c'est pas en une vidéo que je vais vous expliquer tout le TDAH, que ces enfants sont... moi, je dirais vraiment le petit truc qui peut mettre la puce à l'oreille, c'est quelle mouche l'a piqué. Quand un enfant réagit de façon disproportionnée, inadaptée face à une situation, ça aide vraiment beaucoup. Après, les enfants qui sont vraiment touchés, et de toute façon, les parents, concrètement, ils sont épuisés, ils sont exténués, ils n'en peuvent plus. Voilà, ils se disent, mais enfin, c'est pas possible, faut que je l'emmène voir un psy ou machin. Sauf que non, le TDAH, en fait, c'est à vie. Alors, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de solution, hein. Mais donc, comme je vous disais tout à l'heure, le... pour dimanche, Céline, oui, ce sera dispo en replay. Comme je vous disais, du coup, le questionnaire, enfin, un questionnaire suffit. Et pour les personnes qui sont vraiment souffrantes face à ce trouble-là, il existe un traitement. Alors, je reviendrai du coup après, je vais juste répondre à Mimi qui avait posé une question. Tididit. Alors oui, avec les ados. Tididit, elle est où? Afficher plus. Waouh, dis donc. Grâce à ton aide la dernière fois par Messenger, travail que tu as fait sur mon fils après mon appel à l'aide sur le groupe des filles. Il t'a lu pendant un moment et crois-moi, il a changé à l'école. Bah, c'est super, c'est super. Alors après, les ados, je dirais que je suis pas un bon exemple parce que, voilà, en fait, on a tous des difficultés en tant que parents, hein. On va dire que je gère plus avec les petits qu'avec les ados, encore que là je vous parle de ma situation familiale et que forcément, quand c'est le côté personnel, les enfants, que vous soyez sophrologue, ils s'en foutent. T'es ma mère, donc je m'en fous de ce que tu fais dans la vie. Ça rentre pas. Alors ça rentre un petit peu, hein, mais ça rentre pas. Pas au moment où vous vouliez le faire. Les ados, je dirais vraiment que essayer de garder le maximum de communication parce que pour moi c'est vraiment la clé. C'est vraiment quand ça va pas, quand il y a un souci en fait, que ce soit un enfant, un ado, c'est parce qu'il manque de la communication. Et vous verrez que en mettant de la communication, bah, peut-être qu'il vous ouvrira la porte du problème. Alors peut-être qu'il n'y a pas de problème, peut-être qu'il a juste envie d'être voilà, dans son monde à ce moment-là, et que vous, en fait, ce qui vous gêne, c'est que justement, il soit dans son monde à ce moment-là, et que bah, il n'y ait plus de place pour vous, ou qu'il ne fasse pas ce que vous attendez de lui. Voilà. En fait, tout peut s'entendre, tout peut se comprendre, mais si on ne se parle pas, bah, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Et oui, les ados, on a tendance à dire que, voilà, que comme s'ils arrivaient, il y avait une espèce d'étape, là, vous savez, comme dans le dessin animé vice-versa, là, on tape le bouton puberté, pouf, ça y est, et c'est des nouvelles personnes, on les connaît plus, on les reconnaît plus. Bah, en fait, ils évoluent. Ils évoluent et je pense que vous avez... Alors, peut-être que tout le monde n'a pas vécu de crise d'adolescence comme ça avec ses parents, mais vous avez certainement été sur certains points en divergence avec vos parents. Pourtant, ça ne vous empêche pas de les aimer. Bah, c'est pareil. En fait, c'est exactement pareil.
Dites-vous que là, à ce moment-là, donc des fois, et oui, je rebondis Mimi parce que j'avais vu tes messages et je m'en souviens très bien et on se sent tellement démuni parce qu'on se dit mais en plus il me parle pas ou là je sais pas quoi faire ou j'ai tout essayé ou c'est des fois ça devient très conflictuel et oui et je crois que le conseil enfin voilà que je peux vous donner c'est déjà rassurez-le juste rassurez-la sur votre amour pour lui pour elle dire que peu importe ce qui se passe vous êtes là peu importe si des fois vous comprenez pas en fait euh, vous êtes présente, vous l'aimez, que vous êtes là si besoin, mais que rappelez que bah, des fois, voilà, là par exemple, tu as poussé le bouchon trop loin, en fait pour moi c'est plus possible. S'il n'y a plus ce respect-là, moi je le dis déjà en fait à mes enfants, hein, c'est là concrètement, tu as dépassé la barrière du respect. Moi, si tu me respectes pas, c'est fini. Donc, tu voulais faire ça, bah tu le feras pas, parce que moi, en tout cas, je n'y participerai pas. Je suis pas d'accord avec toi. Et lui expliquer, hein, tu vois, voilà, ce serait mon conjoint qui me parle comme ça, mais je lui dirais la même chose en fait. C'est pas parce que t'es mon enfant que je dois me mettre en mode, enfin, vous voyez, carpette, et ils ont pas le droit de nous piétiner en fait. Hein. On est là pour les aider. Moi, je me dis, on est, alors, j'allais dire un escalier, mais pas, peut-être pas très beau comme image. Mais on est là pour les soutenir, on est là pour faire en sorte qu'ils deviennent voilà, des belles personnes. Maintenant, attention, le respect est toujours là, on n'a pas le droit. Et nous, on a le droit, un espèce de droit de retrait. Ben, si ça me convient pas, et ben stop en fait, j'arrête. Euh, du coup, pour continuer sur... enfin, en tout cas, je te remercie Mimi pour ton témoignage et bah voilà, j'espère que ça va continuer et puis que ça se passe bien pour toi. Et du coup, pour continuer sur le TDAH, parce que du coup, je me suis bien... J'ai bien parlé encore. Je suis bavarde. Pour le TDAH, du coup, pourquoi vous êtes obligé? Pourquoi passer par la parentalité bienveillante? C'est inévitable. C'est parce que pour les enfants qui sont atteints de ce trouble, vous n'avez pas le choix en fait. Vous êtes obligé de prendre en compte le fait, parce que c'est un fait, que le cerveau de votre enfant fonctionne différemment. C'est comme ça. C'est comme ça. Il n'y a pas de... Si vous ne l'acceptez pas, ça ne se passera pas bien. Le fait de l'accepter, déjà, vous allez vous dire, ok, bon, il est différent. En quoi? Eh ben, en quoi? Ben, quand, si vous en parlez avec voilà, un spécialiste, peu importe, si vous regardez même sur Internet, vous allez reconnaître du coup les comportements de vos enfants. Et là, vous allez vous dire, ah, mais c'était ça. Quand je vous parlais donc, de tout ce qui est impulsivité, quand on n'arrive pas à faire quelque chose, eh ben, les enfants, donc au début, ça peut être je n'y arrive pas, ça m'énerve, mais après, ils le transforment en je n'aime pas. Parce qu'attention, en fait, les enfants compensent, ils s'adaptent pour ne pas être dans cette situation d'inconfort, parce qu'ils ne sont pas sados non plus. Et du coup, comme on n'assiste plus à ces situations, eh ben, on ne peut pas en avoir conscience, on ne peut pas s'éveiller à. Donc, du coup, c'est aussi difficile en tant que parent de se dire ah oui, mais ouais, je l'ai vu, ça, il l'a déjà fait quand il était petit, mais il l'a pas fait par la suite. Ben non, il l'a pas fait il a adapté son comportement en faisant autrement. Donc, en gros, voilà, pour vous dire, l'enfant, il aura besoin de bouger. C'est un besoin vraiment, voilà, l'enfant qui tient pas en place, euh, qui va tout le temps bouger sur sa chaise, qui va taper des pieds, qui va parler tout le temps, qui va bouger ses mains, enfin vraiment la bougeotte. Du coup, l'exemple, est-ce que votre enfant... Alors attention, je ne dis pas si votre enfant fait ça, il a forcément un TDAH. C'est pas aussi simple, comme je vous le disais, et c'est pas en une vidéo. C'est vraiment en faisant le point sur plusieurs situations de son comportement dans plusieurs environnements qu'on peut se dire il y a peut-être une suspicion de TDAH. Mais par exemple, votre enfant, est-ce qu'il est capable de regarder un dessin animé d'1 heure et demie sans bouger sur le canapé? Voilà.
Bon, moi, techniquement, le mien, non, c'est pas possible. Même les films qu'il adore, eh ben, il faudra qu'il se lève. Je parle pas d'aller aux toilettes, mais il faudra qu'il se lève, aller manger quelque chose. Faudra que, même si on sort de table, faudra qu'il se mette dans une position hyper inconfortable sur le canapé. Faudra qu'il tape. Faudra qu'il, enfin, voilà, il a besoin de bouger. C'est comme ça. Disons la bougeotte. Alors, par rapport à l'expression, comme je vous disais, ça peut être donc il va parler tout le temps ou au contraire, ça va être motus et bouche cousue. En fait, c'est souvent, ça va être souvent, si vous voulez, l'un ou l'autre. Il y a pas vraiment de demi-mesure. Moi, mon grand alors, m'habitue. Voilà, je connais avec lui des situations de côté obscur où je me dis, oh, mon Dieu, plus jamais. Mais à côté de ça, il me fait des choses qu'on se dit, si je raconte à quelqu'un ce qu'on a vécu comme situation, il croirait pas que c'est un enfant. Parce que ils ont ce côté complètement, alors, euh, qui nous dépasse. On se dit, mais comment c'est possible? Déroutant et du coup qu'on ne comprend pas. Et ces deux comportements extrêmes, si je puis dire, qui peut aussi mettre la puce à l'oreille. Donc, truc tout bête, hein, mon fils est hyper intéressé par... alors, il n'aime pas lire, pas du tout lire. Donc, là, on a passé un bilan parce que je me suis dit peut-être qu'au final, ben, c'est peut-être une dyslexie au final. Mais à côté de ça, il a un pavé comme ça sur la pêche, parce que la pêche c'est sa passion, et il est capable de me raconter le livre, alors pas par cœur, mais je suis là, mais un paragraphe, oui, enfin voilà, il va me raconter un paragraphe comme ça. Alors moi c'est pas mon dada la pêche, mais c'est des comportements vraiment extrêmes. Voilà, j'ai l'un côté, j'ai l'autre. Euh, voilà, c'est difficile de les suivre en fait. Il y a pas, ne cherchez pas une cohérence. En fait, c'est ça. Ne cherchez pas une cohérence chez les enfants TDAH. Euh, Ça peut être tout à gauche comme tout à droite. C'est assez, voilà, c'est assez déroutant à vivre en tant que parent. Ils ont énormément besoin d'explorer. Ils ont besoin de comprendre. Alors, il y a des personnes qui peuvent euh, mélanger ça aussi avec le haut potentiel. Et des fois, c'est possible. Des fois, c'est le cas, hein, parce que tout est lié vraiment, que ce soit les troubles 10, pardon, excusez-moi, voilà, que le TDAH, que le haut potentiel, tout est lié et tout peut se toucher. C'est pour ça que c'est très difficile à dépister les enfants qui ont des profils différents. Mais ils ont besoin d'explorer, alors par intérêt du sujet, mais aussi et surtout, je dirais, par intérêt du fonctionnement. Parce que si ils veulent comprendre, alors je sais pas, si je peux donner, comment fonctionne une voiture. Moi, mon fils va poser des questions du coup de fou à mon mari qui est mécano, parce qu'il a besoin de comprendre les pistons, enfin l'explosion, il a besoin de comprendre comment fonctionne toute la chose, sinon, enfin, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est... Voilà. Pour lui, c'est comme ça que ça doit être fait. C'est comme ça. Il a son raisonnement. Son raisonnement, c'est ça. Euh, Alors, après, de savoir ça, une fois qu'il a compris ça, il va vous donner des... Il va avoir des remarques tellement pertinentes que vous allez vous dire, oh là, je suis déroutée. Mais parce que c'est son cerveau qui fonctionne comme ça. Je suis sûre que vous avez déjà eu des remarques, les parents qui sont concernés auront forcément eu des remarques où ils se sont dit, purée, il m'épate. Parce que voilà, ils ont un cerveau qui est au final très, très dans le rationnel, voilà, il y a vraiment des étapes importantes à suivre. Et j'ai besoin de toutes les étapes pour comprendre. C'est, par exemple, là, on va dire que mon fils, chaque année d'école, c'était alors compliqué. Il y avait des années où il avait
des difficultés, par exemple, on va dire en français, d'autres, après les autres années, c'était plutôt en mathématiques. Et puis là, dernière année, la CM2, comme si tout s'était toujours très bien passé. En fait, voilà, il a compris un petit peu, bah là, les programmes alors le cycle 2, oh, je sais plus, je m'égare, est terminé. Là, ce sera fini avec la sixième, mais là, en CM2, du coup, ils ont revu toutes les bases. Lui, ça y est, c'est bon. Il a enchaîné toutes ces étapes. Pour lui, c'est OK. En fait, voilà, ils ont besoin d'étapes et de comprendre. Donc, votre enfant, ben, dans la vie quotidienne, ça va être exactement la même chose. Si vous lui dites, là, je pars tout de suite, allez hop, on part, on s'en va, pour lui, c'est compliqué. Il va avoir à gérer ses émotions, on va dire, d'enfant comme tout le monde. Mais en plus, son impulsivité, son injustice, voilà, ses angoisses d'enfant TDAH. Et en plus, il comprend pas, il sait pas pourquoi, pour faire quoi, pour aller où. Il se pose mais 36 000 questions. C'est des enfants qui ont un besoin d'être rassurés en permanence pour justement leur donner les clés de voilà, tu es en sécurité, tout va bien se passer. Cette situation-là, ben voilà, on l'a déjà vécue plusieurs fois. Et voilà, alors, soit leur redonner, justement, tu te souviens, on avait fait ça, ou alors pas pour quand on part tous les matins à l'école, hein, bien sûr, mais je pense à des changements importants ou des départs en vacances. Voilà, tout ce qui est changement, tout ce qui est donc inhabituel, surprise. Je vous disais que ce soit positif, négatif, changement, donc ça peut être des changements d'école, des déménagements, des séparations. Tout ça, ce sont des choses vraiment, vraiment, vraiment difficiles à gérer pour ces enfants-là. Parce que, voilà, c'est les soucis de gestion des émotions. Donc, revenir sur quels sont les besoins. Voilà, en fait, reprendre ce que j'ai dit au début, hein. Quels sont les besoins, discuter énormément avec eux et surtout essayer d'adapter au maximum. D'adapter au maximum, comme je vous disais. Alors, quand vous avez quelque chose à leur demander, ne partez pas dans voilà, le soir on rentre, t'enlèves tes chaussures, tu fais tes devoirs, tu goûtes. Non, là c'est fini, il est déjà plus là. Parce qu'il y a ce souci d'attention, d'inattention, qui fera que voilà, il a vu quelque chose, pouf, il est déjà parti sur autre chose. Il ne sait même plus que vous avez parlé. Vos enfants, par exemple, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui à l'école? Je sais plus. Bah, en vrai, c'est vrai. C'est vraiment vrai. Parce qu'il s'est passé tellement de choses depuis que c'est fini. C'est perdu dans le flou de toutes ces informations. Lui, il prend vraiment en compte tout ce qu'il a autour de lui. Vraiment. Donc c'est aussi pour ça qu'il a des difficultés au niveau de la gestion des émotions, au niveau de la concentration, parce que tout, si vous voulez, les paramètres de ce qu'il a autour de lui vont l'intéresser et il va vouloir les analyser. Donc quand on rentre, faites voilà, progressivement. T'enlèves tes chaussures, tu ranges tes chaussures et ton manteau. Voilà, une fois que c'est fait, vous attendez. On va goûter. Essayez vraiment quand vous avez des consignes, que ce soit clair et peu de consignes. Peu de consignes. Et faites-lui répéter, reformulez, faites-lui répéter. Après, comme je vous dis, hein, ça marche avec tout le monde. Hein. Ça marche avec tout le monde. Mais avec l'enfant qui a un profil TDAH, vous ne pourrez pas faire autrement parce que vous verrez que ça va tellement vous simplifier la vie que vous direz mais pourquoi on m'a pas dit ça plus tôt? Vraiment, vraiment. Ensuite, ça peut être aussi le soir pour tout ce qui est couché, parce qu'au niveau de l'endormissement, c'est compliqué, qu'il soit dans le noir complet, pour éviter justement tous les stimuli visuels. Alors, s'il a peur du noir, bah, bien sûr une veilleuse, mais quelque chose vraiment de léger, parce que comme je vous disais, en fait, son cerveau est tout le temps en observation, en utilisation de tous ces paramètres, de tout ce qui se passe autour de lui. Et c'est pour ça que c'est compliqué
de garder son attention en classe, de garder son attention à la maison. Comment ça se manifeste à l'école? Et ben voilà, l'enfant qui bouge sur sa chaise, l'enfant qui va parler sans cesse, qui va déranger les autres, qui va faire du bruit, hein, bien sûr, qui va se lever, ou qui n'écoute pas, voilà, il n'est pas là, il est dans la lune, il est ailleurs parce qu'il regarde dehors. Donc bah, concrètement, il faut éviter qu'il soit près d'une fenêtre. Faut éviter qu'il soit alors trop près de la maîtresse, mais pas qu'il soit trop loin non plus. Parce que là après c'est le côté confiance en soi, enfin estime de soi, tout ça, et ça va être ah, je sers à rien, on m'aime pas, enfin ils partent très vite dans ce côté-là, hein. En fait c'est des enfants qu'il faut coacher, qu'il faut valoriser. Les punitions ne servent à rien avec eux, parce que pour eux voilà, c'est un appel à la confrontation. Ah ok, tu veux te confronter, pas de problème, je suis dispo. Ils ont ce côté de borderline en fait. Moi je m'en fous, hein. Tu veux aller à la confrontation, je peux y aller. C'est ce que mon fils avait dit à la maîtresse, hein. Euh, voilà. C'est des choses qui doivent vous marquer en fait en vous disant mais c'est bizarre quand même comme réaction. Ben oui, c'est bizarre. Faut se poser les questions. Alors s'il y en a qu'une fois, bon bah voilà. Si c'est souvent, si c'est récurrent, c'est qu'il y a quelque chose. Et là, dans ce cas-là, oui, en parler, voir quelqu'un qui pourra vous renseigner là-dessus plus en détail, parce que il faut vraiment partir du comportement de votre enfant pour vérifier, savoir si c'est bien ça. Euh, donc oui, essayez d'adapter au maximum son quotidien. Alors vous me dites si ça vous intéresse, je pourrais vous donner aussi des petites astuces comme les routines du matin, les routines du soir, parce que comme ça, ils ont un petit peu la checklist de ce qu'on fait tous les jours. Mais pour lui, tous les jours, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Il y a pas cette routine en fait. Si c'est pas dans les réflexes, si ça se fait pas, voilà, comme juste je me lève, je sors de mon lit, et ben tous les jours en fait c'est un apprentissage. Et du coup tous les jours vous galérez. Faut vraiment lui inculquer de façon ludique avec donc des petits plannings, des choses visuelles et ludiques, voilà, qui vont l'intéresser, ou du coup il sera plus dans cette position de on me demande de faire, on cherche la confrontation, bah, je suis là. Non, dans la situation, ah, on me responsabilise, ah, on me donne la possibilité de, ah, voilà, on me rend indépendant, on me rend autonome. Et ça, voilà. Comme je vous disais, du coup, moi, le côté obscur de mon fils, je l'ai du coup tellement moins souvent maintenant que je fonctionne comme ça avec lui. Et à côté de ça, eh ben, il y a des fois, il va vous préparer un repas. Voilà. Il va vous préparer un repas comme si c'était votre conjoint. Il va vous faire des crêpes. Et on est là, tu dis, mais t'es pas censé faire ça à ton âge. Oui, mais pour lui, voilà, c'est quelque chose qu'il a vu faire. Il a tout ça à l'intérieur. Il a déjà toutes les ressources parce qu'il apprend plein de choses à vos côtés tous les jours. Donc ils emmagasinent tout ça. Et en fait, nous, notre but, donc que ce soit en tant que parents TDAH ou parents normaux, eh ben, le but c'est de faire en sorte que ils les exploitent, ces belles choses, et ils les mettent à profit pour eux. Et bah, pour eux, bah, forcément, on en profitera aussi. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions, si vous voulez voilà, des petites astuces. Alors au final, je suis restée très 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 vague sur le TDAH, sur voilà, comment ça se présente. Mais parce que je vous répète, chaque enfant va le manifester à sa manière. Il y a des choses que vous allez retrouver, et voilà, il y a des choses qui vont vous parler, qui vous auront parlé dans mon discours, où vous direz ah oui, tiens, c'est vrai que mon enfant m'a déjà fait ça. Mais en règle générale, euh, il faut quand même partir de l'enfant, parce qu'il peut y avoir d'autres choses qui font que on peut passer à côté, ou voilà, on va penser que voilà, c'est ponctuel, et ça peut être ponctuel, hein, parce qu'il vit une difficulté à l'école, parce que voilà, il y a tellement de choses qui font que le comportement d'un enfant peut être préoccupant. Voilà.
je me suis encore éternisée. Et je sais que c'est pas cool parce que les longues vidéos, moi c'est pareil, hein, j'ai du mal à les regarder jusqu'au bout. Mais bon, n'hésitez pas à regarder ça en plusieurs fois. J'indiquerai du coup en commentaire à partir de quand dans la vidéo, à partir de quel moment surtout je parle du TDAH. Voilà, et n'hésitez pas, question par message, il n'y a aucun souci. Je vous souhaite une belle journée et puis peut-être à bientôt. Au revoir.